tarder à commencer. Bon, tout le monde est installé, donc on va pouvoir démarrer cette table ronde innovation et nouveaux modèles économiques. Donc je vais prendre la parole en introduction pour poser quelques petites questions pour lancer cette table ronde avant de vous présenter nos invités. Donc nous allons parler d'innovation. Ce mot innovation, c'est vraiment un grand mot. C'est un peu ce que j'appellerais un mot écran qu'on emploie à tort et à travers sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Donc ce qu'on veut dire généralement quand on parle d'innovation, quand on dit quelque chose est innovant, c'est que voilà, il s'agit de faire du nouveau, de proposer des solutions nouvelles, de nouvelles manières de résoudre un problème. C'est un mot qui est assez récent, et si on prend l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, donc vers le milieu du XVIIIe siècle, on va en trouver une définition qui est assez intéressante, puisque c'est écrit « L'innovation, c'est la nouveauté ou le changement important qu'on fait dans le gouvernement politique d'un État contre l'usage et les règles de sa constitution. Ces sortes d'innovations sont toujours des difformités dans l'ordre public. » Donc après, la définition se prolonge un peu, mais en fait, on voit deux choses dans cette définition qui ne ressemblent pas du tout à celles qu'on a en tête de nos jours, puisque d'abord, on voit que l'innovation, à l'origine, c'est un concept politique. Puis l'innovation, dans cette définition que je viens de vous donner, est décrite de manière très critique. Ce type de nouveauté rompt le bon enchaînement des choses. Donc il y a plein d'éléments, évidemment, qui nous séparent de Diderot et d'Alembert, notamment le fait qu'on vit maintenant dans une société industrielle. Et c'est sûrement ce qui justifie que l'innovation a changé de camp et c'est devenu non plus un concept négatif, mais vraiment une valeur positive. Il y a un philosophe français de l'art et des techniques qui s'appelle Pierre-Damien Huyghe, qui est professeur à l'Université Paris 1, que j'ai beaucoup lu pour ma part dans le cadre de ma thèse, qui dit que selon lui, l'innovation est devenue un maître mot, un signifiant pratique, c'est-à-dire un mot qui vient en fait boucher un trou dans la pensée, un mot qu'on ne peut pas questionner et qui ordonne une sorte de croyance comme ça un peu vide. L'innovation est devenue une injonction de nos jours. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, il faut innover. Innover, c'est bien. On ne questionne plus tellement tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on innove, quand on cherche à innover ? Donc innover, selon toujours Pierre-Damien Huyghe, c'est mettre du neuf dans quelque chose, mettre du neuf dans la chaîne d'opération elle-même sans forcément changer le résultat. Donc on va chercher une nouvelle manière pour gonfler un pneu, et ce qui va être innovant, c'est pas le fait que le pneu est gonflé, mais la façon dont on aura réussi, par exemple, à gonfler ce pneu. Ce qu'on cherche dans l'innovation, d'une certaine manière, c'est de faire autrement ce qu'on faisait déjà avant, c'est mettre de la nouveauté dans nos savoir-faire. Donc il y a plusieurs questions qui vont nous guider aujourd'hui dans nos échanges. Si on entend l'innovation comme une façon nouvelle et inédite de mettre à jour un procédé technique, l'innovation doit peut-être, est-ce que ça doit nécessairement ou pas voir le jour dans le cadre du secret du brevet ? Et pour qu'une innovation soit reconnue comme telle, il faut quand même qu'elle soit publique à un moment donné, qu'elle soit partagée, mise à jour, mise à l'épreuve peut-être, découverte. Donc comment est-ce qu'on peut penser l'innovation
dans notre contexte des Fab Labs, avec toutes les démarches liées à l'open source, au partage, à l'ouverture. Et puis une autre question, si on revient aussi à la définition que je donnais de Diderot et d'Alembert, qui posait donc l'innovation comme une difformité dans l'ordre public, à l'heure de l'innovation qu'on dit ouverte, avec les tiers-lieux de fabrication, etc., on peut se demander s'il n'y a pas là quelque chose qui permet aussi de penser que nos Fab Labs et les nouvelles logiques de conception et de fabrication encouragent une autre façon de faire. Et il y a dans cette idée-là l'idée de peut-être être un peu le poil à gratter de certains modèles, de certaines institutions, de venir réinventer ou perturber certaines logiques de production. Donc on a des difformités contre l'usage et les règles établies. Donc voilà des petits éléments d'introduction que je voulais poser pour commencer avant de vous présenter nos invités. Donc ce qui va être le fil conducteur de cette table ronde, c'est que précisément, ils sont tous, à leur manière, les représentants d'une difformité. En tout cas, ils sont le poil à gratter d'une institution ou d'un système qui vont re-questionner. Donc nous avons dans le désordre Thomas Thibault, qui est membre du collectif BAM, qui est un ancien étudiant de l'école Boulle et qui a fondé le Fab Lab de l'école Boulle. Donc il nous expliquera comment cet atelier a vu le jour par l'initiative d'étudiants qui étaient un peu trublions dans une école, donc dans laquelle moi j'ai fait aussi une partie de mes études, qui est une institution historique assez lourde dans les métiers d'art et le design. Nous avons aussi Peter Troxler, qui est chercheur à l'université de Rotterdam et qui a joué un rôle très important depuis une dizaine d'années dans le développement du mouvement des Fab Labs. Donc Peter a beaucoup travaillé sur les questions liées à l'open source, aux nouveaux modèles de gouvernance et de création de certains makerspaces qui cherchent à explorer un peu ces nouveaux modèles. Nous avons aussi Catherine Ramu, alias Albertine Meunier, qui est ici sous sa double identité, puisque Albertine est artiste et elle pratique l'art dit numérique pour développer un regard critique et poétique sur Internet et les technologies numériques. Et sur son site Internet, elle se définit comme une net artiste, une artiste pas nette. Et Catherine est ingénieure chez Orange dans la vie civile et elle a initié chez Orange l'ouverture d'un petit Fab Lab interne qui s'appelle le 3e lieu. Et enfin, Nicolas Loubet, tout au bout de la table, qui est un serial entrepreneur, on peut dire. Il a fondé C-Labs, Blue Note, UMAPS, et il prend part depuis plusieurs mois, plusieurs années peut-être, je ne sais pas, au projet DAISY, qui est un programme ouvert qui se présente comme un projet d'innovation disruptive sur l'Internet de l'énergie. Donc on verra avec Nicolas comment ce projet rassemble différentes communautés qui travaillent dans des lieux comme la mine à Villeurbanne pour remettre en question la façon un peu classique dont on peut consommer, produire, partager notre énergie. Donc d'une certaine manière, comment on peut être un peu le poil à gratter peut-être d'EDF. Voilà, donc je vous propose de commencer cette table ronde. Chacun des intervenants va prendre la parole pendant à peu près 5 minutes pour présenter un peu leur expérience et les questions qu'ils se posent par rapport au sujet qui nous rassemble. Et puis ensuite, on aura un moment d'échange et de questions avec vous aussi. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez envie de prendre la parole à un moment donné. Donc on va commencer avec Thomas Thibault. Oui, voilà. C'est bon, donc ça marche. Tu as la parole. Bonjour à tous, merci Camille pour l'invitation. Donc moi je vais parler donc de mon expérience donc à l'école Boulle et peut-être de parler donc comment l'innovation est perçue dans cette école. Donc, je ne représente pas l'école Boulle, mais je vais représenter mon expérience d'ancien étudiant et cofondateur du Fab Lab et comment l'ère numérique transforme un peu les métiers donc, de cette école, puisque cette école forme donc les métiers de la création, que ce soit au niveau des métiers d'art, des designers, de produits, d'espace, graphisme, etc. Et donc voilà, juste pour commencer, donc le numérique n'est pas nouveau en tant qu'objet dans l'école, puisque ça fait très longtemps que l'école est née en 1860, je crois. Mais donc le numérique est apparu depuis assez longtemps, dans les années 1970-80,
sous forme de machines numériques, sous forme de modélisation 3D, donc des fraiseuses numériques, des brodeuses numériques, même des imprimantes 3D en fait étaient déjà là, donc comme en bas à droite. Donc, ces machines ont toujours transformé et questionné les étudiants sur leur pratique de leur métier, leur pratique technique de leur métier. Ce qui a changé en fait ces dernières années, c'est vraiment la culture en fait qui est derrière, la culture numérique. Donc pas juste en tant que technique, mais en tant que culture, c'est-à-dire qu'elle porte avec elle des valeurs, de nouvelles questions. Ici, par exemple, on a donc 2 types d'imprimantes. Donc la première à gauche, qui est une imprimante qui est là depuis très longtemps à l'école Boulle, mais qui n'a jamais été vraiment accaparée en fait par les étudiants. C'est une sorte de frigo fermé dans lequel on ne voit même pas ce qui se passe à l'intérieur. Et à droite, on a les imprimantes 3D qui sont arrivées donc il y a 2-3 ans à l'école Boulle, qui sont là issus, les MakerBots sont issus, c'est des imprimantes en fait qui ont été développées, notamment les premières versions à partir de la RepRap, qui est une imprimante 3D open source. Et du coup, avec elle, porte vraiment des valeurs. On voit même que juste en regardant l'imprimante, elle communique beaucoup plus. La fonction d'imprimante 3D, elle est beaucoup plus transparente. On va pouvoir beaucoup plus la hacker, la transformer, etc. Et derrière, il y a tout, au-delà de l'objet, il y a tout un système en fait. Il y a le partage de fichiers 3D qui s'est développé avec Internet. Il y a la question du coup, qu'est-ce que ça pose comme question par rapport au métier de designer, le fait de partager des fichiers, que les gens les remixent, que les gens les fassent évoluer, qu'il y ait plusieurs versions, au niveau aussi des droits, la propriété intellectuelle, etc. Donc ça a vraiment porté plein de choses qui ont vraiment commencé à transformer et poser des questions en fait au sein de l'école, donc au niveau des étudiants qui ont commencé à se dire ok, il se passe quelque chose. Le problème c'est que l'école n'a pas cette culture en fait du numérique en tant qu'institution. Par contre, les étudiants avaient, de par leur expérience à côté ou d'avant, une culture numérique et voyaient toutes les questions qui se posaient de transformation aujourd'hui. Du coup, ils ont envie de se dire, bon ok, faisons un groupe d'étudiants à la base, étudiants, professeurs, enfin, voilà, entre pairs, pour essayer de faire un lieu, une communauté qui puisse questionner et partager tous les savoirs liés au numérique dans l'école. Et donc moi, j'ai porté en fait ce projet pendant 1 an en tant qu'étudiant. Qui était comment matérialiser cette envie de re-questionner les métiers à travers la culture numérique à travers un Fab Lab donc qui s'appelait l'atelier numérique, donc c'était en 2015, donc il a pas mal évolué depuis, qui est un Fab Lab en fait qui était un Fab Lab autogéré par les étudiants. Et donc ma problématique dessus, c'était comment favoriser le partage de connaissances dans le milieu de l'éducation, puisque le numérique c'est aussi ça, la culture maker c'est le partage de connaissances, et faire en sorte que ça soit vraiment autonome, puisque l'école ne pouvait pas en mode top-down, mettre des profs, etc., puisqu'il n'y avait pas de formation là-dessus. Mais il y avait des étudiants qui avaient déjà des formations, qui connaissaient déjà en autodidacte l'impression 3D, la programmation électronique, etc. Donc on a mis, je vous inviterai, si jamais je ne mets pas la vidéo là, mais il y a le lien ici, d'aller voir un peu tous les outils qu'on a mis en place pour favoriser ça. Type, il y a tout un système de tampons pour qualifier un peu, ok, toi tu es qualifié à l'impression 3D, du coup j'ai le droit de venir, j'ai le droit d'utiliser l'impression 3D, je suis affiché sur un mur, du coup je vois tous les experts, on les appelait les Jedi. Les Jedi en impression 3D, du coup tous les étudiants qui viennent et qui ont des questions peuvent contacter sur le mur des Jedi, telle personne pour son projet. Voilà, donc il y avait vraiment cette envie et le format de cet atelier découlait vraiment de cette transformation numérique en fait, puisque le côté un peu agile, un peu aussi qui bouleverse aussi on était un peu à la limite de la légalité, puisque en fait on était obligé d'innover aussi en dehors des carcans de l'école, bien normé avec un atelier, un professeur, etc. Alors ce qui a posé d'autres problèmes par la suite au niveau de la législation. Du coup la direction a voulu un peu recadrer, etc. Du coup il a fallu s'adapter, mais voilà. Et donc voilà, et donc ça s'est un peu transformé, c'est devenu le B-Lab. Et on a continué à essayer de faire des conférences et des formations, mais l'intérêt vraiment de cette communauté, c'est de parler
aux jeunes créateurs, etc., de cette culture du numérique. Donc on a fait des conférences sur le code, donc comment la matière numérique transforme nos métiers, puisque le code, ça parle aussi de la question du versionning, du fork, c'est-à-dire comment on prend un code en fait déjà fait et on le transforme pour son propre usage, etc. Et c'était vraiment impulsé et dire que dans l'école, le numérique, c'est pas juste un truc technique qui va permettre de faire des choses automatiques, etc. Mais que ça transforme vraiment profondément les modes de fabrication, les modes de pensée, de créer, d'entreprendre, etc. Donc ça, c'était la plateforme de partage de fichiers 3D Thingiverse, si vous connaissez. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça parle de... là-dedans, on a plein de choses. Ça parle des Creative Commons, par exemple. Du coup, ça questionne beaucoup les étudiants dans l'école sur la question de quelle propriété intellectuelle je laisse, quelle propriété de mon objet je laisse. Le fait aussi qu'il y ait du versionning, le fait que les gens peuvent se l'accaparer. Du coup, on a plus ce côté des designers où... je fais un objet fini, hop, que je donne dans l'industrie et après il va vivre sa vie. Là, il y a vraiment l'objet qui va évoluer, qui va se transformer. Là, c'est une nuance d'un pot de bonne maman qui a été par exemple récupéré du coup dans des bars aux États-Unis et qui ont été transformés pour se visser sur le pas de vis spécial en fait des pots aux États-Unis. Bref. Et ce qui est intéressant après, c'est que on voit des projets qui commencent à sortir de l'école. Donc ça, c'est Tom Ebrard qui a fait ça il y a 2 ans, je crois, en sortant. C'est pour son projet de diplôme. Et on voit en fait l'apparition d'objets un peu comme ça, d'objets. Donc moi, je les appelle les objets libres. C'est-à-dire, c'est des objets. Donc il y a cette envie donc de Tom de faire des objets quand on les regarde, on les comprend, on peut les modifier, etc. C'est bon ? Non, je finis. J'ai fini, mais ou d'autres encore, comme ça c'est Arnaud Jurasek qui a travaillé sur la question de la généalogie et l'ADN en fait d'un objet, qui a du coup une ADN, un code, et comment on mixe ces 2 codes, un peu comme une arborescence, en fait un arbre généalogique des objets. Et voilà, et le code en fait permet ces choses-là. Et voilà, on voit qu'il y a des choses comme ça. Bon, je m'arrête là pour le moment, mais voilà. Ça marche. Merci beaucoup. On va enchaîner avec la présentation de Peter, qui, je pense, va peut-être faire écho à des choses que tu as dites, Thomas, sur la façon dont on peut repenser la co-création des modèles ouverts, partagés, etc. Donc, changement d'ordinateur. Donc Peter, voilà. Tu parles en français, mais si jamais... Enfin voilà, tu peux parler en anglais. Voilà, je vais essayer de te parler en français. S'il me manque des mots, il y a beaucoup de gens qui parlent vraiment le français pour m'aider. Est-ce que ça marche avec l'écran? Non? Non? Non. Vous avez le signal là-bas, non? Parce que je vois l'écran ici. Oui, ça marchait tout à l'heure, donc... Alors, je vous laisse faire the magic, de la technologie. C'est bon? Ah, on y va. On y va. Merci beaucoup. Voilà, ça, c'était moi en 1993.
Donc, j'ai travaillé pour Alstom en Suisse. J'ai relié des grands robots industriels à des grandes machines à tournage dans ce cas. Donc, c'était vraiment du making high-tech. Fast forward, en 2007, j'arrive à Amsterdam, au premier Fab Lab aux Pays-Bas, et on m'a promis, j'étais le chef de projet de ce Fab Lab, on m'a promis, Peter, tu vas aimer ça parce que c'est vraiment du high-tech. Et voilà, c'était pas. Mais ce qui m'a fait rester avec les Fab Labs, c'est que les gens là, ils ont utilisé la technologie pas selon les livres, pas selon les professeurs, mais dans leur propre manière. Donc cette anarchie presque, ça me plaît toujours, et ça me fait rester avec les Fab Labs. Fast forward en 2014, c'est le Fab Lab de Zurich. Et on parle des modèles économiques, donc je voudrais vous raconter comment on a monté le Fab Lab à Zurich. Parce que voilà, j'étais invité à monter le premier Fab Lab en Suisse en 2010. On a ouvert en 2011 à Lucerne. Et donc en 2011, j'ai reçu tant d'emails des gens de Zurich qui me disent qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas se passer que l'innovation n'est pas à Zurich, mais quelque part à Lucerne, où il y a seulement les touristes. Donc j'ai répondu à tous ces emails. Ah voilà, vous aimeriez avoir un Fab Lab Zurich? On va boire un café et on arrange ça. Donc on a commencé en 2011. On a ouvert le Fab Lab à Zurich en 2012. C'était une dizaine d'entrepreneurs, d'architectes, des designers qui ont mis leur propre temps, leur propre monnaie pour monter ce Fab Lab. C'était un espace assez petit, c'était 70 mètres carrés. En 2013, on a ajouté un autre espace, cet espace ici, de environ 120 mètres carrés. Et en 2014, on a repayé la monnaie aux entrepreneurs. Et le Fab Lab est toujours ouvert, sans subvention, sans de la monnaie publique. C'est assez exceptionnel dans le monde Fab Lab. Il y a plusieurs Fab Labs qui font ça, où ils travaillent avec des grandes entreprises, mais notre modèle est différent. Et le modèle est différent parce que je pense nous utilisons des éléments des tiers-lieux. Dans un Fab Lab, vous avez deux expériences. Vous payez pour les gens qui travaillent là et vous payez pour l'espace. Et donc, pour les machines, c'est l'investissement. Hein. Donc, pour le personnel, chez nous à Zurich, on a une construction que les gens qui dirigent, qui font tourner le lab, disons pour une après-midi, ils peuvent utiliser le lab gratuitement pour une après-midi. Donc on a un système de time banking, disons, pour le personnel. Pour les coûts des mètres carrés, on a établi un espace coworking dans les premières 60 mètres carrés
Et avec cette monnaie, on paye l'espace entier. Et puis, nous avons un troisième système parce qu'on veut avoir des workshops, des cours, des événements au Fab Lab. Et si on organise soi-même, c'est aussi beaucoup de travail. Donc on fait différent. Les membres du Fab Lab, ils peuvent monter des workshops. Et ils payent une flat fee pour, disons, une soirée. Donc nous, le Fab Lab, envoie une facture et le reste de l'organisation de Fab Lab et du workshop est géré par les membres eux-mêmes. Donc, c'est la première partie de ma présentation. La deuxième, tu as parlé du partage des fichiers sur Internet. J'ai fait beaucoup d'études sur le sharing, sur le partage des fichiers. Et on avait eu l'idée de voir s'il y a effectivement des compagnies qui se sont basées sur le partage des fichiers. Donc, nous avons pris toutes les informations de Thingiverse et on a sélectionné les auteurs sur Thingiverse qui partagent le plus. Et voilà, qui partagent le plus et leurs objets sont réutilisés le plus. Donc on est arrivé à 60 personnes sur Thingiverse. Et puis on a recherché ces 60 personnes s'ils ont un business, une entreprise, disons un web shop ou quelque chose comme ça, s'ils ont un shop sur Etsy et des choses comme ça. Voilà, on a trouvé 25 personnes qui partagent leurs fichiers sur Thingiverse, qui également ont une entreprise. Donc on a catégorisé ces entreprises et on a trouvé 5 modèles. Il y avait des gens qui étaient sur 3D Hubs et des plateformes pareilles pour rendre des services imprimantes 3D. On avait des gens qui avaient un web shop. Il y avait des gens qui avaient un magasin où ils vendent des imprimantes 3D. Il y a des gens qui faisaient des prototyping pour des compagnies ou des particuliers. Et on avait des gens qui faisaient plutôt de la recherche et de l'éducation. Donc voilà, on a sélectionné, à la fin, on a fait 11 interviews et on a analysé ces interviews. Donc on a analysé les sites web, le profil Thingiverse, les interviews. Et on a utilisé une théorie sur le business model qui a été développée par Zott et Ami en 2010. Et ils ont 2 éléments qui caractérisent un business model. Un élément, ils appellent design parameters, design elements, pardon. Donc, qu'est-ce que le contenu du business, quelle est la structure et comment ce business, comment est-il géré? Donc, ça sont les 3 design elements, contenant, structure et gestion. Et ils ont un autre élément qu'ils appellent design themes. Et ça, c'est effectivement la caractéristique de relation entre l'entreprise et les clients. Et
Sotiami, ils ont 4 design themes, nouveautés. Donc, les clients vont chez une entreprise parce qu'ils ont un offre nouveau. Le système lock-in, on connaît ça des shavers. Des rasoirs. Des rasoirs avec les blades. Les rasoirs avec les lames. Complémentarité et efficiency. Efficacité. Voilà. Donc ça, c'était les modèles qu'on a trouvés. Et vous voyez ici déjà, c'était un résultat de cette analyse. Brokerage Platform, on avait 4 des entreprises qui étaient sur ce modèle. Webshop, on avait 5 entreprises qui étaient sur ce modèle. Imprimante 3D, c'était 2 entrepreneurs qui faisaient ça. On avait 6 entrepreneurs qui faisaient du prototyping. Et on avait 6 entrepreneurs qui faisaient de la recherche et de l'éducation. Donc, le premier résultat, effectivement, est que tous ces entrepreneurs utilisaient une combinaison de différents modèles business. Et c'est tout à fait contraire à ce qu'on voit dans le monde start-up. Parce que dans le monde start-up classique, on va avec un seul produit. Pardon? OK. Donc, 2 autres choses qu'on a trouvées dans cette analyse. La deuxième chose, qu'ils avaient des éléments d'altruisme, du partage dans leur modèle business. Et puis le dernier, je vais ici. Donc c'est un autre instrument d'analyse qu'on a utilisé. Et vous voyez en bas le cadre communauté. Et on a vu que ces entrepreneurs voyaient leurs clients comme une communauté, mais aussi la compagnie elle-même comme une sorte de communauté, et les relations avec les designers et leurs fournisseurs aussi comme une communauté. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant que les entrepreneurs commencent à penser dans un système de communauté. Voilà. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Peter. On essayera de garder un temps pour des questions de votre part. Là, on enchaîne un peu les présentations de chacun, mais évidemment, ensuite, on essaiera de tisser des liens entre ce qui a été dit de part et d'autre. Donc, on passe la parole et le câble d'ordinateur à Albertine Meunier. Bonjour, donc moi j'ai une double invitation et un remerciement pour cette double invitation. Donc je ne sais pas de combien de temps je vais avoir pour parler des deux, mais en tout cas là je vais vous présenter le projet qui est un projet à Orange, Orange Garden plus particulièrement, qui est le campus d'innovation d'Orange qui a ouvert il y a à peu près 1 an à Châtillon. Et donc au sein de ce lieu qui est assez grand en fait, avec plusieurs bâtiments, il y a eu une initiative salariée qui était de créer un tiers-lieu, et plus particulièrement c'est plus proche d'un Fab Lab
d'entreprise. Donc c'est vraiment le cas que je vais décrire. C'est comment on fait pour faire un Fab Lab dans une entreprise et comment ça vit. Donc je vais en parler rapidement, mais je pourrais répondre à des questions. Donc c'est un projet qui est né au sein d'un collectif en fait, de salariés. Donc ça rejoint un peu ce qu'a expliqué Thomas. Quand on travaille dans une institution, donc là c'est une entreprise qui a des process, qui travaille dans l'innovation depuis de nombreuses années, eh bien et quand on veut faire de l'innovation des produits et des services, on est embarqué dans un processus d'innovation. Et donc c'est un processus qui est souvent très organisé, très cadré, et tout le monde ne s'y retrouve pas toujours, puisque ce qu'on pouvait faire avant toute cette période-là, c'est-à-dire de faire des choses sur un coin de table, donc on appelle ça faire de la perruque, faire des choses sur un coin de table dans une entreprise, c'est faire les choses qu'on ne vous demande pas. Voilà, donc dans une entreprise, il y a des tâches qu'on vous demande de faire, et puis il y a plein de choses qu'on ne vous demandera jamais, mais qui relèvent souvent de l'initiative personnelle. Et donc moi, je viens d'une culture technique, et donc ça fait plus de 20 ans que je travaille, et il y avait à l'époque, il y avait toujours de la perruque, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait sur un coin de table, et qui aujourd'hui on peut faire dans ces lieux qui sont des tiers-lieux, des Fab Labs. Alors quand on veut créer un lieu comme ça pour remettre un peu de fluidité, d'agilité dans ce qu'on pourrait appeler des carcans d'innovation, ce qui pourrait être presque contradictoire, donc ça rejoint ce que tu disais, l'injonction à innover. Voilà, on vous dit vas-y, innove. Alors, et pour ça on organise tout un tas de choses, mais il y a assez peu d'entreprises, donc il y en a maintenant pas mal, des entreprises qui ont des Fab Labs, mais qui ont ces espaces un peu plus mous, où un ensemble de salariés va pouvoir venir librement et faire des choses. Voilà. Alors ce qui est aussi commun avec Thomas, donc il faut un groupe de gens motivés, c'est-à-dire c'est pas une proposition de la direction, c'est vraiment un collectif qui va déjà se reconnaître et puis qui va s'organiser pour porter ce projet. Voilà, donc nous on a porté ce projet pendant plus d'1 an et on a profité de l'occasion d'un déménagement au sein d'Orange Garden de pouvoir avoir ce lieu. Donc le premier point, c'est un collectif qui répond à personne, en fait, qui va s'auto-organiser pour mener à bien son projet et qui, là aussi, c'est important, qui est un collectif autogéré. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Et alors, un collectif autogéré dans une entreprise, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Bon, c'est un peu antinomique, mais ça fonctionne. Alors, il faut tenir la barque. Je pense que vous avez dû aussi le faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'objectif, et pourtant, ça fonctionne. Et voilà, donc pour l'instant, on est autogéré, on est sous une bienveillance managériale. Voilà, donc c'est un élément important à dire. Et l'autre point, c'est aussi qu'il faut trouver un lieu. Voilà, donc quand c'est pas une demande de la direction, trouver un lieu dans une entreprise, ça peut être assez compliqué. Et bon, je pense que vous avez aussi pareil. Ouais. Donc en fait, c'est ces deux éléments, je dirais, un peu fondamentaux pour créer ce lieu-là, en tout cas dans des institutions un peu plus fermées, un peu plus contraintes. Il faut trouver vos pairs, voilà, donc pour créer ce collectif. Il faut tenir sa barque pour être pas pris dans une hiérarchie qui va tout boucler. Et puis, il faut trouver un lieu. Donc, nous, au sein d'Orange Garden, qui fait je ne sais pas combien de mètres carrés, enfin, je ne sais même pas combien, on a 40 petits mètres carrés. Et pourtant, c'est devenu un lieu emblématique en assez peu de temps. Voilà. Donc, une fois qu'on a ces deux éléments, il faut mettre en place l'accès à ce lieu. Donc là aussi, c'est un point assez remarquable en fait dans une entreprise, c'est que c'est un lieu en accès totalement libre, c'est-à-dire il n'y a pas de serrure, donc vous poussez la porte et quand vous rentrez dans ce lieu-là, vous allez avoir accès à un certain nombre d'outils. Et tout le challenge en fait au début de l'ouverture, c'était qu'un certain nombre d'outils soient en accès libre. Voilà, donc accès libre dans une entreprise où il y a plein de gens qui vont, qui viennent, où il n'y a personne de permanent, ça peut être une difficulté. Et donc on a discuté pendant longtemps dans notre groupe pour savoir, bon, est-ce qu'on met les outils en accès libre, est-ce qu'on on a parlé pendant des heures et puis personne n'était d'accord, donc à la fin on a dit,
Il y a quelqu'un qui a décidé, en l'occurrence c'était moi, dit non, tous les outils sont en accès libre et puis on verra bien. Si on nous les vole, eh ben, on en rachètera d'autres. Voilà. Au bout d'un an, c'est quelque chose quand même qui fonctionne. Un lieu dans une entreprise qui est basée sur la confiance, ça fonctionne. Voilà. Ce que je n'ai pas précisé, mais ça devait être aussi pareil, il y a beaucoup de similitudes en fait, c'est qu'il n'y a pas de permanent dans ce lieu-là. C'est un groupe de référents. Alors là aussi, c'est assez bizarre dans une entreprise qui est volontaire. Voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est un salarié volontaire, mais c'est un salarié en gros qui va faire autre chose aussi qu'on lui demande en même temps que son travail dans les temps un peu creux ou un peu vides. Et donc aujourd'hui, on a une dizaine de référents qui font tourner ce lieu sur des temps, on va dire, généreux. Voilà. Et puis, comme la présence est quand même quelque chose d'important dans ce lieu-là, on recrute en fait des stagiaires et des apprentis. Donc aujourd'hui, on a une stagiaire et une apprentie qui assurent une présence un peu plus constante. Voilà. Voilà, donc après, ce que je vais vite raconter, hein, on fait à peu près la même chose que dans des lieux extérieurs. Hein. Il y a des gens qui viennent, ils bricolent, ils font des choses. Pour animer ce lieu, parce que c'est aussi un point d'ancrage fort dans ce type de lieu, il faut l'animer. S'il ne passe rien, s'il n'y a personne, bon, bah, ce n'est pas la peine d'avoir un lieu comme ça, collectif. Tout est dans l'animation. Et donc nous, on organise des ateliers tous les midis qui sont des ateliers d'initiation et non pas de formation. Enfin, c'est subtil, mais dans une entreprise, dès qu'on prononce le mot formation, paf, ça se verrouille. Donc nous, on appelle ça initiation et le mot formation est presque banni entre nous. C'est des ateliers et des initiations qui sont là aussi tenus par des référents et donc qui donnent de leur temps pour former les autres. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était en préambule à la présentation. On a une baseline qui a 3 verbes, donc oser, fabriquer, partager. Fabriquer, partager, c'est quelque chose qui est peut-être assez commun à tous ces labs. Oser, c'est d'autant plus important de le spécifier dans une entreprise où peut-être au fur et à mesure des années, l'initiative s'est un peu émoussée. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, dans ces lieux-là, dans les entreprises, tout le challenge, ça va être que les salariés osent. Voilà, ça semble là aussi très bête et assez facile, mais en fait, c'est extrêmement difficile de sortir quelqu'un de son process. Voilà. Donc on organise des ateliers, on fait des projets qu'on a appelés Do It Together avec des groupes de personnes sur la base d'une idée individuelle, des conférences. On a aussi quelque chose qui est un peu spécifique dans notre tiers-lieu, c'est qu'on accueille des artistes en résidence qui vont travailler avec et les référents et les salariés pour collaborer sur des créations. Et puis on organise des événements, donc là c'est une presse assez ancienne, donc on avait organisé 2 hacks marathons où pendant une semaine, les gens en équipe vont, bon c'est un espèce de hack, hack marathon, mais sur la durée, puisqu'on est en entreprise. Et là, dernièrement, on a organisé une semaine qui s'appelait Une semaine avec Ada, qui était sur un thème particulier sur les femmes et la technologie. Parce qu'au bout d'un an, on s'aperçoit aussi, comme tous ces labs-là, que le public qui vient facilement, ce sont des hommes. Et par contre, il y a beaucoup de femmes qui viennent avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'envie, mais où la machine ne va pas être le point d'accès. Donc on a organisé toute une manière un peu différente, plutôt sur la durée, à travers des réalisations d'objets, où par contre on va apprendre aussi là toutes les machines. Et en assez peu de temps, je vais conclure. Ouais. Est-ce que tu as peut-être un exemple d'un projet qui aurait été réalisé ou sur lequel vous auriez travaillé avec des femmes ou en général ? En général. Alors, dans la réalisation de projets, on fait des projets à la fois collectifs, individuels. Donc on est équipé comme tout le monde, les initiations. Alors, on a un projet qui est intéressant plus dans sa manière d'évoluer, qui s'appelle la Privacy Box, qui est un projet d'un marketeur. Alors dans une entreprise aussi, il y a différentes populations de métiers, et dans ces lieux-là justement, les gens vont se rencontrer beaucoup plus facilement. Et donc un marketeur dans une entreprise, en général, ce qu'il propose, c'est des slides. Voilà. Et donc dans ces slides, il va proposer son idée, comment il va faire son produit, etc.
Et là, ce marketeur, c'est intéressant parce qu'il a dit non, moi je veux mettre en œuvre mon idée, je veux pas qu'un slide. Donc c'est plus une approche en fait de designer, mais il trouvait pas d'éco-designer au sein de la boîte. Donc il s'est organisé au sein du lieu pour faire son projet. Et donc là, c'est quelque chose de tout simple. C'est une caméra, donc là, qui est une caméra home live et qui est installée dans les maisons. Et lui, son propos, c'est de dire ce qui va déranger les gens, c'est cet œil de la caméra. Et donc, je vais créer tout un dispositif pour occulter la caméra à la demande par le simple envoi d'un SMS. Voilà. Et donc, c'est une idée qu'il avait. Il l'a concrétisée. Il a fait, je n'ai pas montré tous les protos, mais il a fait à peu près 10 protos, certains avec des crayons. Enfin, voilà, il est vraiment parti dans le modèle du hack. Et ça, c'est intéressant pour montrer que des marketeurs peuvent utiliser ces lieux-là. Après, je vais présenter ce projet qui est un projet, alors je vais en parler aussi un petit peu rapidement, qui est un projet plus issu d'un projet de recherche, qui est dans les recherches que je fais, de matérialisation de données. Donc c'est un petit objet qui va se balancer de manière plus ou moins rapide en fonction du nombre de fois où on va déverrouiller son téléphone. Donc c'est une espèce de matérialisation des tics numériques qui nous habitent. Et ce projet-là, il est intéressant parce qu'on montre que dans ce type de lieu, même en entreprise, il y a des productions qui sont, au regard des productions de l'entreprise, plus anecdotiques, on va dire, mais qui intéressent aussi un public peut-être plus restreint. Et donc, on a, à l'issue d'un certain nombre de projets dont les deux je vous ai parlé, poussé l'idée que dans l'entreprise, on pouvait aussi proposer des do-it-yourself, voilà, que l'entreprise elle-même pouvait mettre à disposition d'une communauté publique ces réalisations. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément parce que ou c'est des recherches ou c'est des choses qui ne vont pas intéresser des millions de personnes. Or, la cible d'Orange, c'est des millions de personnes. Donc, comment on adresse quand même un petit public. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire petit public. Ça peut être 1000, 5000, 10 000, 100 000. Mais en tout cas, ce n'est pas des millions. Et alors, c'est des objets qui peuvent avoir de la difficulté à être lancés dans des grandes entreprises. Et donc, nous, ce qu'on a poussé, c'est de dire, on ne va pas les mettre à la poubelle, on va les proposer en do-it-yourself au grand public. Voilà, donc, ça veut dire que tous les tutos, tout ce qui a permis la réalisation va être mis en ligne. Voilà. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà pas mal de temps que je parle. Ouais, c'est un peu frustrant, mais je suis obligée de... Ouais, vas-y. Juste mini remarque, ce que je vois quand on crée un tiers-lieu du coup dans une institution comme une école ou dans une grande entreprise, la question du modèle économique en fait financier est pas forcément le plus important. C'est plutôt le modèle économique en fait du savoir et de la gestion en fait où c'est là en fait qu'il faut innover. Voilà, c'est juste une remarque. Enfin à ton tour. Donc tu as promis de le faire en 5 minutes en apnée. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on te laisse la parole. Les slides sont sur... Ouais. Donc Nicolas Loubet. Allô, allô. Et puis on va essayer de garder un peu de temps pour la discussion ensemble après. Allô, allô. Super. Donc c'est peut-être la slide la plus importante. Donc, si vous souhaitez faire une photo, vous aurez accès aux documents que je vous présente. Donc, certains ont le bon coup de main. Voilà, on met les appareils. Parfait. Comme ça, si jamais je ne peux pas finir, vous pourrez le finir vous-même. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas Loubet. Si d'aventure vous souhaitez discuter avec moi par Twitter déjà, c'est déjà pas mal. Vous avez mon pseudonyme donc à gauche de la slide. Je me présente en 3 tags. Donc, je suis géologue de formation, comme quoi on vient de partout pour aller au Fab Lab. J'ai pas vraiment de métier, mais au fil du temps, je suis arrivé à la conviction que j'étais pas entrepreneur, que j'étais un piètre entrepreneur en fait paradoxalement, et que j'étais en fait un passeur ou un connecteur, donc ce qu'on appelle en France un médiateur. Et accessoirement, je suis papa et ça a pas mal changé ma vie. Donc, je tenais à le signaler depuis 3 ans, ce qui est une sacrée performance dans le monde dans lequel on évolue. Et ça nous fait aussi réfléchir sur du coup des perspectives de temps de l'ordre de l'âge qu'on a. C'est-à-dire dans 30 ans, puisque j'ai à peu près la trentaine, où sera le fiston quoi. Et donc ça nous oblige à penser l'avenir des Fab Labs sur 30 ans, ce qui est effectivement un peu étonnant. Ça c'est un peu le moment logo.
Donc je suis pas un homme sandwich, mais donc voilà un peu les différentes étiquettes ou les pins que je partage. Donc j'ai créé une société, mine de rien, il y a quasiment 10 ans. Je suis impliqué dans ce qu'on appelle un organisme Cell Labs, qui en fait est supporté administrativement par UMAPS. Je ne vais pas dans les détails. Et sur ce qu'on appelle classiquement mon temps libre, je suis impliqué, enfin contributeur dans 2 communautés qui sont hybrides, c'est-à-dire qu'elles se recoupent mais elles sont quand même distinctes, qui est la communauté DAISY et la communauté de la mine dont tu as un peu parlé en introduction. Alors, moi je voulais commencer, avant de parler modèle économique, modèle de terre. Je trouve que c'est intéressant de réfléchir à cette question-là. Et en fait, comme je suis géologue, quand j'avais la vingtaine, j'étais assez chatouillé sur ce qu'était effectivement la façon de poser la question du changement climatique. Et j'ai découvert sur le tard, 10 ans après, quasiment, quelque chose qui ne m'avait pas été enseigné à l'université, qui est cette notion d'anthropocène. Vous me direz, qu'est-ce que l'anthropocène? Bim bam boum. Alors je suis allé sur Wiktionnaire, puisque dans l'époque actuelle, je dirais que l'encyclopédie a un peu muté, puisqu'on est à l'époque Internet. Et l'anthropocène, alors j'ai un peu coupé la définition, je m'en excuse. Ce qui est intéressant dans cette définition en français, c'est qu'elle est décrite comme un terme qui est utilisé par certains scientifiques, j'aime beaucoup cette nuance du Wiktionnaire, pour désigner l'ère géologique actuelle marquée par l'influence des humains sur la biosphère, et j'ai coupé et le climat. Et en fait, je m'aperçois que tout ce que j'ai appris pendant 5 ans à l'université n'est pas faux, mais qu'il faut le revoir complètement différemment. Et c'est un peu ma manière de poser le début de cette intervention, et ce qui fait que maintenant je m'investis dans DAISY plutôt que d'accompagner mon gamin au parc, en gros. Alors si vous voulez approfondir le sujet, vous avez 2 ouvrages parmi tant d'autres qui sont en langue française. Il y en a aussi en anglais et puis sans doute en plein d'autres langues. Un que je n'ai pas encore lu, je précise, donc soyons honnêtes, mais que j'ai parcouru. Vous savez comment on va à la librairie, puis on feuillette, on regarde, on prend un passage et on papillote, quoi, qui me semble assez fondateur de l'événement anthropocène. Alors par contre, Christophe Bonneuil, qui en est le co-auteur, est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, parce qu'il a ce talent d'avoir essayé de décrire ce qui se joue dans la relation entre ceux qui fabriquent la technique et ceux qui la reçoivent, et qui parfois ne sont pas associés justement à la fabrication de cette technique. Donc en gros, la gouvernance science-société, comme on peut l'appeler. L'autre m'a beaucoup marqué, alors celle-là je l'ai vue quand même, je ne l'ai pas lue, c'est une série de conférences qu'a fait Bruno Latour, qui doit être encore à Sciences Po, sauf erreur de ma part, et qui a cette espèce de magie du texte. Vraiment, c'est la littérature du climat à venir, quoi. Et ça, c'est vraiment un bouquin et une série de conférences sur YouTube que je vous conseille de parcourir. Alors, je vais vite et j'enchaîne sur DAISY très bientôt. Ce qui m'a beaucoup marqué dans la suite de mes études, parce qu'il faut un peu se révéler, c'est que quand je suis sorti de l'université, en parallèle de la création d'entreprise, la folie fait que je suis allé au CNAM faire un magistère de culture scientifique et technique, et j'ai découvert très tardivement un texte qui m'a retourné le cerveau, et qui je l'espère vous le retournera, qui date de 1955, et qui est écrit de la plume de Johann von Neumann, ou John, excusez-moi pour l'écorche, mathématicien de génie, avec toute l'aventure du XXe siècle, à qui on doit des travaux fondateurs qui font que l'informatique existe aussi aujourd'hui. Après, c'est plus complexe que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son article, avec un point d'interrogation, il pose la question « Can we survive technology ?» Aurons-nous les moyens en tant qu'espèce humaine de survivre à la technique qu'on produit ou manifestement qu'on révèle? Alors, je sais que les épistémologues, les historiens, les sociologues, les anthropologues ont des réponses passionnantes. Moi, je ne suis qu'un modeste speaker aujourd'hui. Et j'ai sélectionné la fin du texte. Alors, je ne vous fais pas l'offense de tout lire, mais en gros, ce que j'ai retenu et qui m'a toujours marqué, c'est les 3 valeurs que Johann von Neumann nous donne à penser en 1955. Donc, on est en pleine guerre froide. Comme vous voyez, mai 68 n'est pas encore passé. On va fêter les 50 ans dans un an, souvenez-vous-en. C'est ces valeurs de patience, de souplesse. Alors, c'est une traduction française approximative, flexibility et intelligence. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de notre civilisation globale, planétaire, parce que manifestement, on a toujours été d'une certaine manière mondialisé, que se pose la question d'un grand changement de paradigme. Et donc simplement, je voulais commencer là-dessus, et ce qui vous permettra de comprendre pourquoi DAISY existe, plutôt qu'encore une fois aller au parc avec le gamin, même si je le fais. Alors, ce que je tenais à dire, c'est que ce n'est pas la première fois non plus qu'on est confronté à des grandes transitions industrielles. Il y a des chocs anthropocéniques. L'un des derniers qu'on a connu et qui n'est pas résolu, c'est le choc anthropocénique de 2011. Donc ces photos, en haut à gauche pour faire vite, c'est l'explosion de la centrale de Fukushima. Donc posez-vous la question, vous étiez en 2011, qu'est-ce qui se passait dans votre environnement? Donc moi en 2011, j'étais pépère à Paris en train de faire du live tweet comme souvent. Et ce qui était passionnant, c'est de voir que, comme le diraient les acteurs de la réaction, de la riposte, ce ne sont pas l'État,
ce ne sont pas les autorités, ce ne sont pas les entreprises, mais ce sont effectivement un certain nombre de personnalités, des passeurs, des transmetteurs, des super animateurs de réseau qui se sont mobilisés pour effectivement créer quasiment par le fait, comme dirait, en référence anarchiste évidemment, un objet, un artefact qui est un capteur Geiger Müller, effectivement, qui se veut, à ma connaissance, open source, open hardware, donc qui sera effectivement un Safecast, qui existe encore, et qui a permis de collecter tous ces points sur la carte, et donc d'avoir un diagnostic qui n'est pas d'une autorité publique ou privée sur l'état de la radioactivité, effectivement, au Japon. Donc tout ça pour dire que quand tout le monde nous lâche, c'est à nous d'agir. Et c'est ça que j'ai retenu de cette année-là, et c'est ça, en fait, pour moi, les valeurs de Fund Your Mind. C'est de dire que ne croyez pas qu'on va vous sauver, personne ne vous sauvera. Le jour où la catastrophe arrivera, ce sera nous qui devrons effectivement nous en embarrer. Donc préparons-nous, entraînons. Les Fab Labs, pour moi, sont une zone d'entraînement, comme le Gymnase Club, à effectivement ces chocs industriels et anthropocéniques. Et il se trouve que souvent, j'ai le plaisir, alors j'ai pas mis le chrono, tant pis, d'évoquer Joi Ito. Alors évidemment, est-ce que c'est un intellectuel? Est-ce que c'est un usurpateur? Je ne sais pas, en tout cas, c'est quelqu'un qui a le sens de la formule. Et dans une conférence TED Talk de 2014, il a dit quelque chose qui m'a encore frappé, c'est qu'il faut accepter une bonne fois pour toutes qu'on est dans un monde qui est extrêmement complexe, mais profondément complexe, et que tout ce qu'on a appris profondément dans le monde, effectivement, qui est celui où on est, sans être faux, est profondément erroné, limité et parfois réducteur par rapport effectivement à la contingence du monde dans lequel on est. Voilà, ça c'était le moment de prêche, je m'arrête. Et donc ça c'est ni plus ni moins que les principes qui ont été entre guillemets doctrinés par Joi Ito. C'est pas nouveau, ça date évidemment des années 80, ça préexistait sans doute, j'ai pas encore fait cette exégèse, mais un qui m'a beaucoup marqué et qui je pense a du sens dans les univers Fab Lab et plus largement dans les tiers-lieux dans lesquels je me reconnais, c'est le principe qui est au milieu, Compass over Maps, qui m'a beaucoup marqué. Et c'est très important parce qu'on est dans une époque Google Maps. Donc quand vous cherchez, vous êtes de Jean Jaurès et vous allez à l'hôtel, le premier réflexe que vous avez, c'est d'aller sur Google Maps et de dire comment j'accède à l'hôtel ou au Fab Lab Festival. Et donc vous êtes guidé par un algorithme et c'est un réflexe pavlovien, quoi. Compass over Maps, c'est se dire je dois aller au Fab Lab Festival, je vais me débrouiller avec les moyens que j'ai pour y aller. Donc je peux y aller à pied, en trottinette, en bus. Et c'est intéressant parce que ça oblige à repenser ce qui est la cause suprême de ce qui serait effectivement le chemin pour y arriver. Voilà. Je ne sais pas s'il est décent de continuer Daisy vu le temps que j'ai déjà pris. En 2 minutes, qu'on ait encore un peu de temps pour discuter après. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a tout compris. Daisy, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une réponse à ce qui sera effectivement les futurs chocs anthropocéniques dans le domaine énergétique. Voilà la manière de le réagir. Donc vous avez a bunch of amateurs, donc un groupe d'amateurs, de passionnés, de fous furieux. On essaye d'être le plus paritaire possible en âge, en culture, en origine, mais c'est difficile. Et qui se définit comme communauté et qui se pose la question de la coproduction effectivement de cette réponse à ce choc industriel à venir. C'est coproduit par un tiers-lieu. Donc je ne vous ferai pas l'offense de définir parce que nous sommes en tiers-lieu actuellement, la mine à Villeurbanne, donc un lieu, un contexte, une configuration sociale qui permet à des personnes improbables de se rencontrer dans des circonstances improbables et de faire des choses improbables, on fait beaucoup d'improbables. Et Celabs, donc ça j'en ai parlé, alors on a eu beaucoup de mal et on ne saura jamais le définir. En gros, Celabs c'est un patchwork, un collage, un espèce de lab, de super lab, de format lab, pardon, ça ma langue à fourcher. En gros ce qui nous intéresse c'est comment permettre pour toutes et pour tous, à tous les âges et toutes les cultures, l'appropriation des technologies, des concepts émergents, aussi bien en termes scientifiques que techniques. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Donc le plus important, et maintenant je suis en apnée, c'est de se dire, notre thèse, c'est que nous n'avons pas le choix. C'est une espèce de principe directeur. Il va falloir très sérieusement se poser la question, alors j'ai beaucoup cherché le mot, et puis maintenant je crois avoir le déclic, les conditions de la gouvernementalité des moyens énergétiques. C'est-à-dire, si l'État nous lâche, comment on va devoir effectivement fonctionner en substitut de l'État sur la question énergétique? Une des réponses qu'on a trouvées, c'est qu'il va falloir créer des conditions pour que des acteurs qui sont profondément en concurrence, profondément en compétition, n'aient pas le choix de collaborer, de faire du commun. Voilà ce à quoi on s'emploie à faire. Concrètement, puisqu'on est dans un lieu où le concret parle, notre objectif, c'est de permettre la relation directe ou avec d'autres formes de tiers de confiance entre les consommateurs d'énergie et les producteurs. C'est ce qu'on appelle les circuits courts. Hein. Donc, dans le domaine alimentaire, le lieu de production et le lieu de consommation sont parfois des milliers de kilomètres, donc c'est peu importe, la patate ou la tomate espagnole, j'en sais rien, et je ne veux pas être condescendant. C'est cette idée de dire il y a plein de contextes dans lesquels les conditions sont réunies pour que la source de transformation d'énergie, de sa consommation, de son usage, sont effectivement en capacité d'être rapprochées. Pour ça, on s'est donné les moyens, en tout cas pour l'instant on débute, on est en version 0.02, de repenser 3 groupes de travail, ou 3 sujets. C'est la notion d'infrastructure, donc en gros,
ce qu'on anticipe, c'est que l'énergie sera peut-être plus distribuée effectivement dans des gros câbles, puis ensuite dans des petits câbles et enfin dans des petits câbles, parce qu'avec l'émergence des voitures électriques, qu'elles soient open source ou qu'elles soient propriétaires, peut-être que les routes seront effectivement les tuyaux du XXIe siècle, voire du nouveau millénaire. Deuxième sujet, c'est la question des données. Donc ça, c'est une question qui est profondément éthique. Pourquoi capter les données, à quelle fin et qui a des droits d'accès à ces données? Et la troisième, qui est très très passionnante et sur laquelle je suis vraiment d'une culture crasse, c'est la question des conditions économiques de l'échange de l'énergie. Et puis je termine. Je pense que c'est la slide la plus importante, c'est que ce qu'on comprend très vite quand on est un amateur, alors moi je suis amateur de l'énergie, c'est qu'en fait c'est d'abord un instrument du pouvoir. C'est-à-dire que l'énergie, c'est une condition de la souveraineté. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez compris ça, tout le reste en découle. Ce n'est pas un marché. Et donc, comment nous, en tant que bricodeurs, curieux, citoyens, on s'engage pour effectivement anticiper les chocs, nous oblige à repenser les conditions d'exercice du pouvoir et donc la relation à l'État. Ce que nous faisons, c'est qu'on met en relation, autant que faire se peut, des organisations. Donc, toutes les icônes qui sont ici sont des acteurs qu'on a rencontrés, qui on a discuté, avec qui on a fait des workshops, des séminaires, parfois payants, parfois gratuits, à notre grande âme. On est des espèces de super curieux des technologies, donc on s'interdit aucune possibilité d'assemblement et de collage, des plus anciennes et des plus historiques aux plus modernes, notamment la technologie Ethereum, qui est une blockchain parmi d'autres. Et ça, c'est peut-être la slide la plus importante, et vous avez des spécialistes dans la salle, c'est qu'en fait, notre boussole, encore une fois, parce qu'on n'a pas de trajectoire, c'est autant que faire se peut de créer les conditions du rassemblement entre différentes formes de communs. Communs, ressources, communautés et conditions de gouvernance. Alors c'est un peu coupé sur le bas, et je termine là-dessus. C'est aussi bien la relation au territoire, la relation technique et la relation au métier. Et pas plus tard, effectivement, que, bon, peu importe, que hier, en l'occurrence, ça a été un nouveau déclic, c'est que clairement, ça m'énerve, effectivement, de parler du travail et de l'emploi, parce que je ne me reconnais pas du tout dans ces termes, alors que la notion de métier me parle beaucoup. Et je pense que c'est effectivement ça qu'on est en train de réveiller, c'est qu'il y a beaucoup d'énergéticiens qui sont engoncés dans leur entreprise, qui n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire, et qui ont très très peur de quitter des conditions très confortables, ce que je peux comprendre, pour exercer ce qui est un désir, une envie. Voilà. Et pour conclure, sachez que DAISY devrait être déployé pour la toute première fois, donc cette espèce de modèle alternatif, avec une régie électrique en Occitanie, dans la commune la plus au sud de la France, qui est la commune de Prademollo-la-Preste. Qui connaît Prademollo dans cette salle? Bravo à vous. Et donc, je vous invite, fin juin, nous allons faire une première résidence d'expérimentation sur tous ces sujets à Prademollo, avec une régie avec laquelle on a répondu à 2 appels à projets. Donc c'est d'une certaine manière cette fameuse Fab Région qui est en train de se faire de façon inattendue, avec un appel à projet énergie citoyenne, donc ça c'est volet gouvernementalité, gouvernance, et un autre qui est effectivement celui de l'autoconsommation collective, et on est actuellement donc en phase d'expérimentation très très primitive. Et juste pour l'anecdote, au centre, vous avez 2 collègues, donc Samira qui est informaticienne biologiste de formation parce qu'elle ne trouve pas de boulot dans la biologie, et Riol, pareil pour l'énergie, qui sont en train de rentrer dans la petite cahute de la régie électrique municipale. Et si vous voulez découvrir cet environnement, vous êtes les bienvenus encore une fois. Nous créerons les conditions économiques pour que ça puisse se faire. Message spécialement pour les streamers. Merci beaucoup Nicolas, merci à tous les 4 pour vos présentations. On vient de battre le record. Je suis désolée si ça a été un peu stressant de vous presser là-dessus. Le temps est malheureusement assez court. Là, il nous reste 10 minutes. Donc, on voit bien dans les témoignages que vous avez apportés qu'il y a plusieurs questions qui se recoupent, à la fois sur les lieux dont vous avez parlé, que ce soit le Fab Lab de l'école Boulle ou le 3e lieu chez Orange, qui sont des lieux qui ne sont pas initiés par la direction et qui poussent comme ça du bas. On a vu la notion de communauté aussi qui était très importante, et dans l'intervention de Peter, le fait que voilà, on a aussi des projets qui se conçoivent par la force d'une communauté et qui brouillent les limites entre celui qui entreprend et ceux qu'on appelait traditionnellement les clients. Et là, avec l'intervention de Nicolas, on revient aussi sur cette notion de collectif, avec cette idée que je retiens, qu'on doit se préparer à se sauver nous-mêmes des prochains chocs anthropocénique en substitut de l'État. Donc là aussi, on voit que la solution et l'innovation, si on continue à employer ce grand mot, viendra peut-être pas d'en haut. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions de la salle, parce que j'imagine que vous avez, après avoir entendu ces 4 présentations, sûrement des questions à poser. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez envie d'intervenir. La parole est ouverte. Ou sinon, vous pouvez vous poser des questions entre vous aussi. Bonjour, je m'appelle Médard.
Voilà, je viens de Cotonou, du Blow Lab, donc un jeune Fab Lab en fait à Cotonou. J'ai une ou deux petites questions en fait. Vous savez, les modèles sont différents à mon humble avis. C'est-à-dire, vous êtes à Cotonou, par exemple, dans une ville où les gens ont soif de la connaissance, les gens veulent bien aller dans les Fab Labs travailler, mais vous n'avez en fait aucun institut pratiquement capable de financer réellement l'innovation au niveau de ces laboratoires. Donc, c'est des gens en fait qui roulent 100% sur fonds propres. Et c'est des gens qui sont obligés de faire des ateliers payants. Et voilà, donc du coup, vous avez une communauté très jeune, mais qui n'est pas prête en fait à participer financièrement à tout ce qui se fait. Alors, contrairement en Europe ou en France, où vous avez plein d'instituts en fait qui veulent bien lancer des appels à projets, financer tout ce qui se fait dans les startups et dans les Fab Labs. Donc du coup, les réalités ne sont pas les mêmes. Dans notre cas précis en fait, comment est-ce qu'on peut faire réellement pour nous en sortir? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des exemples pratiques avec des Fab Labs en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et qui arrivent d'une manière ou d'une autre en fait à se faire financer, je ne sais pas, par des instituts ou par des organismes qui veulent bien aider ou encourager l'innovation dans ces pays? C'est ma principale, disons, préoccupation. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis bien placé pour savoir, parce que c'est une question de contexte. En fait, je pense qu'il faut demander aux gens type le Wagalab, etc., qui font un travail formidable. Mais je pense que oui, c'est la question de la communauté, c'est de contribuer aussi chacun. Et c'est ça, c'est de créer le modèle en fait, économique. Ce que j'essaie de dire tout à l'heure n'est pas forcément que financier, il est contributif, il est sur les savoirs, etc. Et je pense qu'on peut déjà, sans forcément mettre en place des machines, etc. Un Fab Lab peut être juste, à mon avis, juste un lieu sans machine, et peut exister tel quel, en fait, du moment qu'il y a une question de contribution, de savoir, etc. Et voilà, je sais que pour avoir été un petit peu au Bénin et au Togo, ces questions se posent évidemment. Mais bon, après, je n'ai pas trop de solutions là-dessus. On connaît de différents modèles de financement. Et si on parle de l'innovation, on regarde presque naturellement au venture capital. Mais pour les innovations communautaires et locales, je pense que le modèle de microfinance était une route très intéressante pour un environnement où il y a les Fab Labs, où il y a la communauté. Mais il faut, je pense, il faut essayer d'établir un écosystème où il y a les éléments du commun, il y a les éléments de la communauté, il y a les éléments des tiers-lieux, il y a les éléments des microfinances. Donc on a plusieurs éléments qu'il faut mettre en place pour que l'innovation qui vient d'un Fab Lab puisse s'établir et se développer. Ah, super. J'avais une question pour les speakers. Donc, c'est un sujet qui revient vachement au Fab Lab d'Avignon que je gère. C'est à partir de quand on peut dire qu'on a fait quelque chose nous-mêmes? Est-ce que vous avez la question sûrement aussi? On vous dit, est-ce que tu l'as fait toi-même? Mais à partir de quand tu dis que tu as fait quelque chose toi-même? Qu'est-ce qui définit ça? Tu veux dire Tu veux dire qu'en fait, vous vous appuyez toujours sur un socle de connaissances qui a été partagé et qui a été mis en commun et que vous travaillez à partir de ça? C'est fais-le toi-même ou fais-le seul? En fait, je n'ai pas compris la
question en fait? Alors, je crois que la question était sur le fait que dans un Fab Lab ou dans une communauté comme ça rassemblée, on travaille toujours à partir d'éléments qui ont été partagés en ligne, qui sont là, qui ont été pensés par d'autres. Et donc je pense que la question c'était de se dire à partir de quel moment je peux prétendre avoir fait quelque chose moi-même alors que je travaille à partir de communs qui ont déjà été partagés. Je sais pas, j'avais jamais pensé à cette question comme fin. Ouais, c'est une très bonne question. Je sais pas si l'époque elle permet encore de penser comme ça, de dire est-ce que tu l'as fait toi-même tout seul, le créateur initial en fait, et qu'il n'y a rien d'autre avant. Moi, je crois que ça n'a jamais vraiment existé, ça même. Moi je suis artiste par ailleurs, je sais pas qui est le premier créateur de tous les créateurs. Ouais, c'est qu'une histoire sans fin. Ou je sais pas qu'est-ce qu'a initié. Ouais, je sais pas, pour moi, un créateur s'inspire toujours ou d'une histoire ou d'antécédents ou de choses déjà ouais, j'imagine pas créer tout seul, soi-même, tout seul. Je crois que ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des réactions Bonjour, je suis Anthony Offred, je m'occupe du Fab Lab de l'Université de Rennes 2, l'EduLab, et puis j'ai participé aux Fabriques du Poinan, un autre Fab Lab à Brest. Et jeudi soir, je suis arrivé, et vendredi, je me faisais la remarque suivante. C'est curieux, le Fab Lab Festival se déroule de la même manière que l'an passé, et pourtant, il s'est passé des choses. Aujourd'hui, on a changé de président de la République, la passation de pouvoir s'est faite il y a 1 heure ou 2 à peu près, et au second tour d'élection, il y avait une candidate fasciste, Marine Le Pen, c'est pas rien. Et l'homme le plus puissant du monde, Donald Trump, a été élu président des États-Unis en janvier dernier. Et j'ai été troublé du fait qu'on ne parle pas de ces bouleversements majeurs, que j'estime, ou en tout cas, je me demande pourquoi est-ce que ça ne semble pas impacter les Fab Labs, ou est-ce que c'est vrai que ça n'impacte pas les Fab Labs. Comment être Fab Lab dans ce monde qui a un peu changé? Et ça rejoint peut-être un peu ce que Nicolas abordait, mais j'ai un problème avec le fait de dire on va abandonner tout le collectif et on va devoir apprendre à se débrouiller tout seul. Ou alors il faut quel autre collectif? Parce qu'il y a des collectifs en France qui nous ont fait rêver. Après la Seconde Guerre mondiale, la mise en place de la sécurité sociale, des retraites et un portage, tout ce qui est organismes paritaires qui sont portés par tout le monde collectivement et qui font du bien-être et du bien-vivre ensemble. Voilà, c'est un peu flou comme pensée, c'est pas très clair. Donc si vous avez des éléments de début de réflexion par rapport à ça, merci. Nicolas, tu as peut-être des... Ouais, j'ai 2 minutes pour répondre. Je suis d'accord avec Anthony, c'est que pour moi, tout a changé. En tout cas, toutes les conditions sont réunies manifestement. Puis ça fait 100 ans, on fête les 100 ans de 1917, donc il y a une espèce d'appel à l'histoire qui est assez étonnante. C'est comme si cette année était programmée. Alors, je suis pas providentiel quand je dis ça, pour que beaucoup de choses soient bouleversées. Et après, paradoxalement, j'ai l'impression que, mais c'est presque un dialogue à avoir après, mais que tout était là en fait bien avant en fait. Je donne quelques exemples. Moi, je me souviens il y a 10 ans, encore une fois à l'université, puisqu'on parle de ce qu'on connaît, j'ai participé à ce qui était les manifestations CPE. Vous savez, un contrat première embauche, qui lui-même était une réaction à ce qui ont été un temps en France pas simple. J'ai beaucoup de mal à en parler, qui est ce moment révolte des banlieues. C'est super dur d'en parler parce que les mots sont connotés. Mais en gros, il s'est passé quelque chose il y a 10 ans qui était très grave. Certains ont réagi comme au CRI avec François Daddy en disant il faut rapprocher les banlieues des lieux de recherche qui sont souvent centraux effectivement dans les villes. Pas toujours, mais souvent, et en particulier en ville. Moi, j'avoue que ma réaction, c'était de pas m'engager, mais de me réengager, parce que j'étais déçu jusque-là, dans des formes de syndicalisme étudiant, en me disant je veux comprendre comment la connaissance se produit dans une université, et j'ai envie de me confronter aux aspects micro-pratiques de l'établissement. Et donc simplement, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai manifesté à l'époque, naïvement, stupidement, diront certains au CPE, je croyais vraiment qu'on allait effectivement traiter la question de la précarité, cette question de la contingence, cette question du ne pas se préoccuper du jour et du lendemain quand on débarque sur effectivement le marché de l'emploi ou le marché des métiers. Je crois qu'on a la réponse, c'est que j'ai jamais été aussi précaire. J'ai créé 4 entreprises, 4 ont été des échecs, au sens capitaliste du terme, 4 ont été des échecs. Que pour survivre, j'ai pu m'appuyer uniquement sur mes familles, qui sont effectivement celles des années 50, 60, celles qui ont accompagné les 30 Glorieuses et qui en ont profité, qui ont pu emprunter sur 30 ans, qui sont maintenant propriétaires de leur maison. Et en dehors de ça,
effectivement, il a fallu se serrer les coudes. Et sans aller dans le pathos, on a eu un début de vie avec notre garçon qui n'était pas simple. Et ce que j'essaie de dire, c'est que oui, clairement, même le monde des Fab Labs n'est pas préparé aujourd'hui dans les conditions actuelles pour réagir à ces contingences-là, quoi. En d'autres termes, oui, tout a changé. Non, je n'ai aucune réponse. Et par contre, je suis profondément en questionnement sur pourquoi j'ai cru à tout ce qui effectivement a pu se raconter pendant 10 ans, alors que le Web 2.0 a émergé. Wikipédia, utopie encyclopédique, enfin, il y a une espèce d'impression que tout est là et qu'en même temps, c'est très difficile de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça que j'essaie de témoigner en disant, maintenant, vous voyez, par exemple, la passation de pouvoir, je m'en contrefous, je la regarde même pas, je la mets à côté. Pour moi, c'est une perte de temps, c'est une perte d'attention, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de tout. Donc autant se concentrer sur le plus important, être ici et maintenant. Et tous ceux qui veulent effectivement fabriquer des petits communs, qu'on le fasse ensemble. Ça, c'est politique, donc je l'assume. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Un, deux. Je pense que ce sera peut-être la dernière question parce qu'on essaie de garder le timing. Ouais, en fait, c'était pour Thomas Thibault. Je voudrais savoir où est aujourd'hui l'atelier numérique de l'école Boulle. Est-ce qu'il est ouvert au public? Est-ce qu'il a été intégré à l'école? Et aussi, comment il se développe envers une école qui est vraiment ancrée dans les métiers d'art? Ça marche ou pas? Ouais, c'est bon. Il a évolué depuis. Quand j'y étais, c'était en 2015. Il y a eu des changements de direction, il y a eu des incompréhensions, il y a eu, voilà, pour être clair, on a eu du mal à mettre la roue d'inertie et à un moment, on a été freiné en fait par la direction pour des questions diverses et variées, notamment de différences de culture ou de législation aussi, des petits trucs, quoi. Du coup, il a évolué. À la base, il n'a jamais été. On n'a jamais eu envie d'être ouvert au public, forcément. Au début, c'était déjà d'être ouvert à l'école, dans l'école qui est déjà un grand challenge, et d'être ouvert aussi aux autres écoles. Donc, ce qui a commencé à être fait aux autres écoles, de design, de métiers d'art, mais aussi d'ingénierie, etc., pour faire partager plus de connaissances diverses. Du coup, la question c'était, du coup il est dans l'école, donc il est transverse à tous les étudiants peuvent venir dedans. Aujourd'hui, la partie physique a été séparée de la partie communauté, c'est-à-dire que la gestion du Fab Lab posait des problèmes de sécurité, de choses comme ça, de gestion. Et du coup, maintenant le Fab Lab en tant que tel est géré par une personne de l'école, donc que l'école a missionné. Et donc maintenant, c'est la communauté, donc d'étudiants, professeurs au même titre, qui font des formations du coup en pair à pair, des conférences, etc. Qui est plus informel, qui est du coup sous le nom de B-Lab maintenant. Mais voilà, donc il a fallu séparer ça comme ça. J'ai répondu. Merci beaucoup. Non, j'ai cru que vous vouliez poser une question. Bon, alors on a le droit de prendre une dernière question ou une remarque. Oui, c'est une remarque par rapport à ce que Nicolas a dit. Sa dernière intervention n'est pas politique, justement. Au contraire, c'est apolitique que de dire qu'on ne peut pas s'intéresser à ce qui se passe autour de nous sur le plan politique. Je pense qu'il est extrêmement important que des subventions se fassent. J'ai beaucoup aimé ce que Peter Troxler a dit sur la question du modèle économique et sur ce qu'il dit de Zurich. Effectivement, c'est très très bien que le Fab Lab ne soit pas soutenu par les pouvoirs publics, il n'ait pas de subvention. Mais je pense que cette subvention, il faut la gagner. Et il faut la gagner parce que ce que nous faisons est innovant précisément. Parce que nous pouvons lutter contre l'événement anthropocène, nous pouvons faire des choses nouvelles. Et je pense que le problème qu'il y a, on appelle Fab Lab, le Fab Lab d'entreprise d'Orange ou le Fab Lab peut-être de l'école Boulle, mais si le Fab Lab n'est pas ouvert et ouvert à tout le monde et ouvert au public, c'est pas un Fab Lab. C'est extrêmement important la notion de l'ouverture et la notion que tout le monde puisse participer. Et ce soutien des pouvoirs publics, de mon point de vue à moi, il faut le gagner. C'est extrêmement important.
peut-être pour revenir sur votre intervention, oui, en effet, le Fab Lab de l'École Boulle et le Fab Lab d'Orange ne sont pas des Fab Labs au sens strict, au sens propre, dans la mesure où ils ne sont pas ouverts au public, mais néanmoins, ce sont des tiers-lieux de fabrication qui remettent un peu en question le fonctionnement traditionnel de l'entreprise ou de l'école et qui servent aussi de lieu de discussion en commun pour fonctionner un petit peu autrement. C'était pour ça que c'était quand même intéressant d'avoir ces exemples. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Donc merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Et merci à vous pour votre attention et pour vos questions.